Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 12 juillet 2024. Toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de votre matinale. Eh bien, le Bénin accueille du 15 au 19 juillet prochain le colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique. C'est la toute première fois qu'un événement scientifique de cette ampleur se tient sur le continent. Tout va se dérouler au Palais des Congrès de Cotonou, nous dira le professeur Norbert Hunkonou. Il est le président du réseau des académies de sciences. Il nous dira tout sur ce rendez-vous qui mobilise scientifiques et communautés universitaires. Vous l'entendrez juste avant nos discussions de ce matin. Et parlant de discussion, on aborde cette décision du gouvernement de réduire le séjour des cadavres dans les morgues. Pas plus de 30 jours désormais de conservation pour nos défunts avant de les enterrer. La mesure fait objet de grands débats dans les milieux publics et même sur les réseaux sociaux avec des commentaires diversement partagés. Bonne nouvelle pour certains, mais mauvaise pour d'autres. On évoque donc le sujet ce matin avec nos débatteurs sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Les toutes premières informations très rapidement avec le quotidien Maison Fraternité, panier de la ménagère, survivre au prix des vivriers, et puis Serge Marougnon qui s'est prononcé au sujet de la présence active sur les réseaux sociaux. Il faut bien se positionner pour en profiter. Et puis suite aux déclarations du président du Burkina Faso, le quotidien Fraternité donne à lire la réplique du porte-parole du gouvernement béninois. Les 4 vérités cette fois-ci. Élection du directeur général du CAFRAD, le Bénin porté à la tête de l'institution. L'élection de Dr Kofi Dieudonné Assouvi grâce au leadership diplomatique et politique du président Patrice Talon qui révèle davantage le Bénin sur le plan continental et même mondial. Le journal 4 vérités qui donne les raisons pour lesquelles le ministre Salman Karim a déchargé le directeur de l'école de ses fonctions, l'école primaire publique de Timba. Nous sommes là dans la commune de Djougou, département de la Donga. On évolue avec le Nord-Sud quotidien qui donne à lire la réaction du Bénin à la suite de l'accusation par le Burkina Faso, l'accusation du Bénin d'héberger des bases militaires françaises. Porte-Novo au rythme des masques dès le 2 août, nous apprend Nord-Sud quotidien. La boussole cette fois-ci, présumée base militaire à Kandi et à Porga. Après le Niger, le Burkina Faso cherche des boucs émissaires pour distraire le peuple. L'informateur, c'est l'informateur qui nous informe cette fois-ci. Accusé une nouvelle fois d'abriter des bases militaires françaises, le Bénin bouc émissaire des putschistes. Le journal donne à lire l'intégralité de la légitime réplique du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Libération, quotidien Libération, supposée base militaire française au Bénin, Léandre Hungbedi recadre Ibrahim Traoré. En perte de repère, le président burkinabé trouve de faux fuyants. Quotidien Le Potentiel. Le Bénin à la tête du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. La diplomatie du président Patrice Talon reconnue à l'international. C'est Dr Kofi Dieudonné Assouvi qui est élu directeur général du CAFRAD, nous apprend Le Potentiel. Soleil levant, succès éclatant aux examens nationaux 2023-2024 au Bénin, le gouvernement de la rupture sous le feu des projecteurs. Patrice Talon et son équipe récoltent les fruits de leurs efforts. Tapis rouge pour le ministre Salman Karim, le ministre de l'enseignement secondaire également, et au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladeka. Le leader du jour, tournée de formation des sections de l'Union progressiste, le renouveau dans le Nord Bénin, la haute direction politique a guéri sa base pour le maillage du terrain.
On revient très rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui s'intéresse, n'est-ce pas, au panier de la ménagère ce matin, survivre au prix des vivriers. Et puis, Serge Marougnon au sujet de la présence active sur les réseaux sociaux. Il faut bien se positionner pour en profiter. Le journal Fraternité qui donne à lire dans ses colonnes la réplique du porte-parole du gouvernement. Cette réplique que nous allons entendre en son et en image tout à l'heure dans le bulletin de Ingrid. Ingrid, bonjour. Bien, bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous et comme je l'ai annoncé, nous allons écouter tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, qui a apporté un démenti formel suite aux allégations du capitaine Ibrahim Traoré, qui a affirmé lors d'une rencontre avec ses compatriotes que le Bénin abriterait 2 bases militaires françaises, l'une près de Kandi et l'autre à Porga, qui formeraient des terroristes. Nous allons entendre, comme je l'ai dit, Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, dans un instant. À quelques semaines du lancement du programme Besoké, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a effectué une descente dans quelques quartiers de la ville de Cotonou. Véronique Tonifodé est allée s'assurer du bon déroulement de l'opération de distribution de cartes SIM au profit des bénéficiaires de ce programme qui vise à apporter une assistance singulière aux personnes vulnérables. Image à suivre dans un instant. Allez, Ingrid, on va développer tout ceci dans un instant. On démarre par la réponse du porte-parole du gouvernement aux allégations de Ibrahim Traoré, accusé par le président burkinabé d'abriter 2 bases militaires françaises utilisées pour déstabiliser son pays. Le gouvernement béninois a vivement réagi hier jeudi, qualifiant ces accusations de désinformation et de tendance pernicieuse. Sur ses pages digitales, Wilfried Léandre Ngbeji se désole de cette sortie du président burkinabé et lui renvoie la balle. Suivant l'essentiel de sa réaction, reprise ici par Candide Rourentor. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les attaques terroristes enregistrées par le Bénin à ce jour, dont la grande majorité a été déjouée par nos forces de défense et de sécurité, sont l'œuvre des gens venant de l'autre côté de nos frontières avec le Burkina Faso et le Niger. C'est d'ailleurs ce qui a amené le gouvernement du Bénin, dans sa stratégie pour contrer le phénomène, à construire pour compter de 2022 de petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans plusieurs de nos communes frontalières. Cela, nous ne l'avons pas caché puisque le président de la République lui-même en a parlé devant l'Assemblée nationale dès le 8 décembre 2022. Voilà que nos frères et voisins, pour des raisons de politique domestique, s'emploient à vouloir faire de nous la source de leurs problèmes. C'est une tendance pernicieuse venant de militaires qui connaissent ces camps et leur vocation. Ainsi, après le Niger, c'est au tour du Burkina Faso d'embaucher cette trompette nauséeuse de désinformation qui alimente non le patriotisme, mais plutôt la rancœur des populations et menace à terme la coexistence pacifique des peuples. Une chose est certaine, le populisme n'a qu'une seule vertu, c'est de déplacer les problèmes en faisant semblant de les régler. Tôt ou tard, les populations se rendront compte qu'elles ont été abusées. On en vient maintenant à cette descente de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance dans quelques quartiers de la ville de Cotonou, en prélude au lancement du programme Besoké prévu pour le mois d'août. Véronique Tonifodé est allée s'assurer du bon déroulement de l'opération de distribution de cartes SIM au profit des bénéficiaires. Un programme qui vise à apporter assistance aux personnes vulnérables. Ouliat Sanoussi pour les précisions. Ici, dans les quartiers Bégamé et Misebo à Cotonou, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance constate l'évolution de la distribution des cartes SIM aux potentiels bénéficiaires du projet Besoké, entendé porter haut en langue Yoruba. Dénommé programme filets sociaux, ce projet productif est initié par le gouvernement au profit des personnes vulnérables, notamment les pauvres extrêmes. Le gouvernement du président Patrice Talon prévoit ces filets sociaux-là, une extension à pratiquement 150 000 ménages pauvres
sur toute l'étendue du territoire national pour les aider à mener des activités génératrices de revenus. Donc ce n'est pas de l'assistanat simplement, mais il y a la subsistance alimentaire, mais il y a l'accompagnement nécessaire pour que ces personnes vulnérables puissent faire quelque chose et pouvoir s'en sortir et se prendre en charge elles-mêmes. Je vois que tout se passe bien pour les 2 endroits que je viens de visiter. Cette opération se déroule un peu partout, dans la plupart des communes actuellement. Et là où ça n'a pas démarré, il y aura une feuille de route pour que cela puisse se faire, pour que effectivement, dans le mois qui vient, nous puissions vraiment lancer les transferts monétaires. 12 communes pilotes sont concernées par l'opération. Les chefs quartiers de Gbégamé et de Missebor, de même que les bénéficiaires, remercient le chef de l'État et son gouvernement pour cette initiative qui va certainement changer leur quotidien. Nous sommes au 2e jour de cette opération. Les statistiques montrent que nous avons déjà atteint environ 10% de mobilisation. Nous en avons pour 3 semaines. Et donc, à terme des 3 semaines, nous comptons atteindre les 73 881 pauvres SEM qui sont déjà stabilisés. Celtis accompagne le projet déjà pour la distribution des SIM, pour la partie enrôlement avec les différentes pièces autorisées par l'État, bien sûr, CMOA, CIP, ainsi de suite. Et aussi, nous accompagnons aussi dans le paiement. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la phase de paiement, mais après les enrôlements, il y aura la phase de paiement, la phase d'assistance, où nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Le programme Gbessoké vient en complément aux 4 volets assurance maladie, formation, microcrédit et retraite en cours d'opérationnalisation sous le projet ARCHE. J'invite la population à beaucoup de patience pour que toutes les vérifications nécessaires soient effectuées et je remercie les différents acteurs pour tout le travail qui est accompli, tout ça pour faire reculer la pauvreté dans notre pays et c'est une manière de vous rassurer de la volonté du gouvernement que nous mettons en place toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir lutter contre la précarité et la pauvreté en quelque sorte. L'opération de distribution de cartes SIM se déroule normalement. Toutefois, des difficultés existent et sont exposées au ministre. L'opération qui a démarré lundi dernier prend fin le 28 juillet 2024. Démarré lundi 8 juillet, les travaux de la réunion sur la gouvernance des migrations en Afrique ont pris fin mercredi dernier. Ces assises de Cotonou ont été organisées par l'Union africaine dans le but d'évaluer sa politique migratoire en Afrique. Ceci pour mieux répondre aux besoins de ses États membres. Le résumé des 3 jours d'échange dans ce reportage. En substance, il est possible de retenir au terme de cette rencontre que cette nouvelle position fondée en droit et en fait est structurée autour de 8 thématiques et de 9 questions transversales assorties d'une stratégie de mise en œuvre. Je nourris donc l'espoir que les instances appropriées de l'Union africaine procéderont dans les prochains mois à sa validation selon les procédures appropriées. Elle pourra ainsi servir d'orientation à toute action et décision sur la question de la gouvernance des migrations en Afrique et dans le monde. Aussi, sera-t-elle désormais la ligne directrice pour les négociations futures sur la question dans les enceintes internationales. Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, vous avez également évalué le cadre de la politique migratoire en Afrique. Tirez des enseignements pertinents des riches échanges que vous avez eus ici. Identifiez et formulez des recommandations pertinentes pour améliorer la mise en œuvre efficace de ce cadre au niveau national et régional en vue de l'amélioration de la gouvernance des migrations en Afrique d'ici à 2030. J'espère qu'une fois de retour dans vos pays respectifs, chacun de vous, chers points focaux, fera le suivi assidu de la mise en œuvre efficace de ces recommandations, de sorte qu'à l'évaluation finale, nous puissions enregistrer des progrès notables au grand bonheur des peuples africains. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer au nom du gouvernement de la République du Bénin, en particulier au nom du ministre des Affaires étrangères, l'organisation de la session de renforcement des capacités des points focaux des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales en marge des travaux d'évaluation du cadre de politique migratoire de notre organisation commune.
Voilà, ce sera tout pour cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin, Wahab. Oui, l'information continue sur Actu Matin. Ingrid, merci de nous avoir livré cette partie de l'information, le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin. On va parler sport tout à l'heure avec Candide Hunweto, mais à la suite, nous aurons le professeur Norbert Hunkono qui va nous rejoindre. Il est le président du réseau des académies de sciences. Il nous dira tout sur ce rendez-vous qui mobilise scientifiques et communautés universitaires. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, le Bénin accueille du 15 au 19 juillet prochain le colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique. Il nous dira tout comme promis. Allez, petite transition et on parle sport. Candide, bonjour. Bonjour. Allez, c'est la fin de la semaine. On aura les affiches du week-end sans doute, mais tout à l'heure, nous allons parler des compétitions de football qui retiennent l'attention des férus du foot depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas? On n'a pas fait l'œuf. Les ultimes rencontres de l'Euro et de la Copa 24 se disputent ce week-end. Évidemment, pour ces deux compétitions, on aura droit à 3 différentes affiches ce week-end, dont une en Euro et 2 en Copa. On commence par celle de l'Euro 2024 qui se déroule en Allemagne. Pour la finale, l'Espagne, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition, sera face avec 3 Graals comme la nationale Mannschaft, mais qui va disputer sa première finale depuis 2012. Va en découdre avec l'Angleterre qui va disputer pour la 2e fois consécutive la finale de l'Euro. Les Freelands tombeurs des Hollandais en demi-finale vont essayer de remporter le trophée pour la première fois de leur histoire après l'échec au tir au but contre l'Italie à Wembley lors de l'Euro 2020. Cette ultime rencontre de la compétition s'annonce électrique entre les deux nations. Les Espagnols, avec une équipe séduisante depuis le début de la compétition, sont sur une série de 6 victoires en autant de sorties dans cette Euro. Ils ne seront certainement pas prêts à s'arrêter en si bon chemin puisque la Aura vise un 4e sacre et pour l'obtenir, il faudra conclure le travail en fin de semaine. En face, l'Angleterre, une équipe physique, mais qui nous a plus ou moins habitués à des matchs renversants. On l'a vu en 8e de finale face à la Slovaquie, en demi-finale face aux Pays-Bas. L'Espagne tombée du tenant du titre en 8e de finale et de la France en demi-finale. Deviendra-t-elle le seul pays le plus titré de l'Euro? Ou est-ce que l'Angleterre va décrocher pour la première fois de son histoire un trophée européen? On se pose des questions. De toute façon, la rencontre est prévue pour dimanche à partir de 20h. Prenez donc le rendez-vous. L'autre compétition, c'est bien sûr la Copa 2024 qui se déroule aux États-Unis. La finale va se jouer entre l'Argentine, tenant du titre, et puis la Colombie, nation avec la meilleure série d'invincibilité actuelle, 28 matchs sans défaite. Elle, tricolore, va disputer pour la 2e fois de son histoire la finale de la Copa après celle de l'édition de 2001 face à l'Albi Céleste qui compte 24 victoires pour ses 25 dernières sorties. La rencontre est prévue pour la nuit du dimanche au lundi et donc va se jouer à 1h du matin à Miami. Avant la finale, on va assister à la petite finale de la Copa 2024 entre le Canada et l'Uruguay dans la nuit du samedi au dimanche à la même heure. D'accord. Alors, on revient sur le continent, Candide, pour parler des différents clubs qualifiés pour les interclubs de la CAF 2024-2025 qui sont fixés depuis hier pour les phases préliminaires. Évidemment, la Confédération africaine de football a procédé hier, jeudi 11 juillet 2024, au tirage au sort des phases préliminaires de la Ligue africaine des champions de la Coupe de la Confédération saison 2024-2025. À l'issue de cet exercice, les différents clubs engagés sont fixés. Parmi ces clubs figurent Coton FC de Ouida, champion du Bénin en titre, et Dadia FC d'Aplakoué, vice-champion du Bénin. Le champion en titre du Bénin hérite de l'AS Douane du Burkina Faso pour le premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Et bien sûr, si Coton FC de Ouida arrive à s'imposer à son adversaire, il sera face au vainqueur du match entre AC Léopard du Congo-Brazzaville et le CRB Louisade de l'Algérie au tour suivant. Et donc au deuxième tour des préliminaires en Coupe CAF, pour le premier tour, le vice-champion du Bénin sera face au club nigérian El Kameni Warrior FC. En cas de victoire, le club d'Aplakoué sera face
à la Renaissance sportive de Berkane au second tour. Entre autres affiches à suivre pour le premier tour des préliminaires en Ligue des champions CAF. On peut citer Azam de la Tanzanie contre APR du Rwanda, Disciple du Madagascar contre Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, Victoria United du Cameroun contre Sarmartes du Ghana et bien d'autres affiches. En Coupe CAF également, on va citer quelques rencontres. Asco de Kara du Togo sera face à AS Fan du Niger. FIA de la Guinée-Conakry va en découdre avec Raimo FC du Burkina Faso. Eastern Lions de la Sierra Leone va disputer les unités avec Jaraf du Sénégal. Voilà donc entre autres quelques rencontres qu'on peut citer pour les rencontres prévues pour le premier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions. Allez, on revient maintenant au Bercail pour parler toujours de l'actualité sportive. Quelques semaines après la fin de la saison 2023-2024, la date de la prochaine saison du championnat national de football du Bénin est connue. Et bien sûr, la Fédération béninoise de football a annoncé ce mercredi la date du démarrage du championnat national de football du Bénin, dénommé Ligue Pro, le 15 septembre 2024. La date annoncée par l'institution à travers sa page Facebook pour le compte de la saison 2024-2025. Comme d'habitude, ils seront 36 sur la ligne de départ pour la phase zonale. Les 16 équipes qui vont disputer la Super League Pro cette saison, en plus des 18 meilleurs de la Super League Pro, et à cela s'ajoutent les 2 promus de la Ligue amateur pour un total de 36 clubs seront répartis dans 4 zones de 9 équipes. À l'issue de la phase zonale, les 4 premiers des 4 différentes zones vont disputer la Super League Pro, puis les 20 clubs restants vont se retrouver en Ligue Pro Suite. Et il faut dire que la nouvelle saison sera la dernière au cours de laquelle on va assister à la formule de la phase zonale à 36 clubs suivis de la Super League Pro et de la Ligue Pro Suite. La saison 2025 à 2026 et donc la saison prochaine, on verra un nouveau format, bien entendu, de Ligue 1 et de Ligue 2. Allez, le rendez-vous du 17 juin prochain, maintenant, la 4e édition du championnat national scolaire qui débute le 17 dans la commune d'Avancourt. Évidemment, la 4e édition du championnat national scolaire va se dérouler du 17 au 24 juillet 2024 sur les différentes installations du stade Omnisport d'Avancourt. Les meilleures équipes scolaires issues des 12 départements du pays seront en compétition durant 8 jours dans 5 différentes disciplines, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. À quelques jours de cette compétition des scolaires, que peut-on retenir de l'organisation et de la particularité de cette édition? Le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires universitaires a répondu à la question sur l'émission Canal Sport du lundi dernier et voici sa réponse. Il faut dire que nous avons plus de 1200 enfants, 1200 jeunes. Si nous prenons les commissaires aux matchs, les arbitres, etc., on tourne autour de 1300 que nous allons regrouper dans la commune d'Avancourt. La particularité pour cette année, c'est qu'il faut que tous les enfants soient sur le stade, ils ont match ou non, pour supporter les autres équipes. Les autres équipes. Oui. Et ceci participe réellement de la fête que nous voudrions offrir à la population. Et ça permettra également de créer un esprit de solidarité entre ces Exactement, parce qu'à la sortie de ces championnats, c'est que nous avons besoin d'avoir des équipes dans chacune de ces disciplines, puisque l'OPSU a pour rôle de détecter, de sélectionner, de former et de constituer une équipe de scolaires dans toutes les disciplines. Nous voulons avoir ce creuset, ces jeunes pépites, comme nous disons, pour nourrir nos différentes académies régionales. Parce que nous ne pouvons pas mettre en œuvre tous ces efforts en termes d'investissement, en termes de construction, sans pour autant avoir qui sont ceux que nous allons former à l'intérieur. Vous avez entendu, l'OPSU a un rôle de détecter et former ces jeunes-là. Et parlant de formation en prélude à cette 4e édition du championnat national scolaire, l'OPSU, comme à son habitude, a procédé d'abord à la formation des jeunes officiels. Lesquels officiels sont parmi lesquels quelques-uns sont sélectionnés et mettront en pratique ce qu'ils ont appris au cours de cette session de formation. On retrouve le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. La formation des jeunes officiels. Bien sûr. Ces jeunes officiels, il y a 32 qui sont retenus pour assister, n'est-ce pas, à ces championnats. Donc, vous les verrez sur les aires de jeu, que ce soit au foot, que ce soit au basket. Pour ceux qui vont tenir les tables, par exemple, c'est nos jeunes officiels.
Parce que là, il ne faut pas briser la ligne. Il faut permettre à ce que la relève soit véritablement, n'est-ce pas, formée et assurée d'une compétition aisée. S'il y a difficulté lors des championnats ou du moins pour une compétition, tout de suite on a envie de regarder les arbitres. Oui, non, mais si déjà nous avons dit aux enfants, on a éduqué pour comment est-ce qu'il faut arbitrer un match de basket, de handball, de volley, de foot, vous comprenez que le Bénin sortira grandi et on verra beaucoup d'autres bonnes aventures quotidiennes dans les compétitions. Prenez le rendez-vous, c'est du 17 au 24 juillet 2024 pour ce championnat scolaire dans la commune d'Aronco. D'accord, allez, on va parler maintenant de la deuxième phase du championnat professionnel de volleyball qui s'ouvre ce week-end. Vous dites que oui, différentes équipes sont programmées. Évidemment, c'est la phase des playoffs synonyme des quarts de finale qui s'ouvre dès ce samedi à partir de 14h avec des matchs aller des playoffs. Chez les dames, l'équipe de l'AS Cotonou sera face à celle de Vessos. À l'Unafrica à Cotonou. Chez les hommes, Dynamique défi à la même heure. Jiba Omnisport à Parakou à 15h30. Adidja VBC va en découdre avec Alada Olympique. Au même moment, Real Sport va disputer les sets avec Énergie Volleyball Club dimanche à partir de 9h. Chez les dames, Vessos va affronter AS Cotonou pour le compte de son match. Retour de la phase des playoffs, ça sera sur les installations de Vessos. La phase aller va se poursuivre pour les autres clubs avec le match entre Énergie VBC et Adidja VBC. Chez les hommes, Police Républicaine sera face à Finance VBC à partir de 15h au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et donc pour finir, Chiba Omnisport défi Dynamique VBC. Merci à vous, Candide Mouetor, pour cette page sportive. On prend rendez-vous avec vous la semaine prochaine parce que, je dirais, votre passage sur le plateau, n'est-ce pas, prend fin à partir de cet instant. Allez, nous allons installer tout à l'heure notre plateau de discussion fait de société. On évoque cette mesure du gouvernement de réduire sensiblement le séjour des cadavres dans les morgues. Pas plus de 30 jours désormais pour nos défunts, pas plus de 30 jours de conservation avant d'enterrer les morts. On en fera notre sujet de discussion ce matin, mais avant, nous allons recevoir le professeur Norbert Runkonou. Il est le président du réseau des académies des sciences. Il nous dira tout sur le rendez-vous qui mobilise les acteurs du monde scientifique. Ce serait du 15 au 19 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. Petite transition et puis nous sommes avec le professeur. Professeur Norbert Runkonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je vous ai présenté comme le président du réseau des académies de sciences, le Bénin qui accueille du 15 au 19 juillet prochain le colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Monsieur le journaliste, en effet, du 15 au 19 juillet prochain, et notre pays sera la vitrine scientifique du monde sur un sujet important des mathématiques. Et il s'agit donc du colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique. La théorie des groupes est une discipline qui étudie les structures et les lois entre différents objets d'une collection d'objets distincts, qui étudie les symétries, les transformations, etc. Et c'est une discipline importante qui parcourt toutes les disciplines des mathématiques, que ce soit en analyse, en géométrie, etc. Vous avez la théorie des groupes, les structures algébriques. Et ces structures permettent de simplifier des problèmes, disons, complexes, parce qu'une fois décelées les symétries dans ces problèmes, vous pouvez procéder à leur simplification et les résoudre facilement. Et donc, notre pays accueille cet événement, un rendez-vous des chercheurs en mathématiques et physique et de renommée internationale. C'est une manifestation scientifique qui a lieu tous les 2 ans sur différents continents et qui n'a jamais eu lieu en Afrique. Donc, c'est la toute première fois pour le Bénin. C'est la toute première fois que l'Afrique, à travers le Bénin, accueille cet événement. Et cela n'a pas été facile. C'est à la suite d'environ
une dizaine d'années de plaidoyer. En résumé, l'histoire retiendra que sur le continent africain, c'est le Bénin qui a été le tout effet. Premier pays à abriter ce grand événement. En effet. C'est ça. En Alors, faites-nous une petite historique, je dirais, de cet événement scientifique. Mais cet événement a commencé en 1972 avec l'initiative, bien sûr, donc, du professeur Bakri, et donc qui, ayant trouvé que c'est une discipline importante dans tous les domaines donc, de mathématiques, étant lui-même expert donc, de la théorie des groupes, a organisé la première rencontre à Marseille. Et cette rencontre a pris parce que, et depuis lors, la théorie des groupes, ce colloque sur la théorie des groupes intéresse non seulement les mathématiciens, les physiciens, mais également les experts des autres disciplines où cette théorie est appliquée. D'accord. Et effectivement, dans toutes les disciplines, les applications sont partout, en physique théorique, en mathématiques, je l'ai déjà dit, en chimie, en sciences des matériaux, même dans votre vie quotidienne. Lorsque vous me faites tourner, je fais une certaine rotation, et l'ensemble de ces rotations-là forme un groupe. D'accord. Alors, professeur, qui peut participer et comment participer à ce colloque international? Et comme je vous l'ai dit, c'est un rendez-vous de haut niveau. Oui. Donc, il faut avoir fait des travaux significatifs qui méritent d'être contribués, disons, discutés, échangés avec vos pairs. Donc, c'est ouvert au début à tous les chercheurs qui font leurs demandes, qui envoient les résumés de leur communication. Alors, après, il y a un comité international qui étudie ces résumés et qui voit la pertinence de retenir l'un ou l'autre. D'accord. Alors, quels sont les Béninois qui sont, je dirais, conviés à ce rendez-vous, à part vous, votre personne, qui sont les professeurs, les autres professeurs de nationalité béninoise qui sont dans le lot? On fait de bonnes mathématiques et de la bonne physique au Bénin. Donc, ce rendez-vous est ouvert donc, à toute notre communauté, physiciens, mathématiciens, voire chimistes, voire des experts d'autres disciplines. Le Bénin en compte. Il y a les chercheurs à l'IMSP, il y a les chercheurs de la discipline au département de mathématiques et évidemment, il y a ces chercheurs au niveau de la chaire internationale en physique, mathématiques et applications que j'ai eu l'honneur de diriger pendant de nombreuses années. Actuellement, c'est le professeur Ezevi Balouicha qui en est le titulaire. D'accord. Alors, quelle est la finalité de cette rencontre? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous espérez exactement? Et cette rencontre va impacter l'enseignement, la qualité de l'enseignement et de la recherche et dans la sous-région et dans notre pays, évidemment. Et vous savez qu'actuellement, l'accent est mis sur l'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche de collaborateurs fiables susceptibles donc d'impulser un développement à certains secteurs scientifiques dans notre pays. Et voilà, c'est une opportunité pour notre pays et de rencontrer ces experts qui sont représentatifs du domaine des mathématiques et des sciences physiques. D'accord. Dans votre premier développement... Et le fait que des chercheurs africains, béninois en particulier, rencontrent leurs homologues de cette trempe, ça va leur permettre non seulement de discuter de leurs travaux, de les faire avancer de par les conseils qui seront donnés, mais également de nouer des relations de collaboration scientifique avec ces partager l'expérience, comment partager l'expérience, mais au-delà. D'accord. Vivre la passion et des perspectives dans les différents domaines des mathématiques. Alors, vous l'avez souligné, professeur, dans votre premier développement, que c'est au prix, dois-je dire, de plaidoyer pointu, n'est-ce pas, que l'Afrique a bénéficié, je dirais, de cette rencontre sur le continent. Et c'est le Bénin qui a eu ce mérite. Qu'est-ce qui est fait pour que les retombées vraiment soient significatives, aussi bien pour la partie béninoise que pour le continent africain? Mais ce qui est fait, c'est déjà la mobilisation des chercheurs africains pour participer à ce rendez-vous. Et à travers les échanges, le bénéfice sera partagé, aussi bien par les nôtres que par les étrangers. Ensuite, le fait que des collaborations scientifiques vont être nouées va permettre le développement, disons, de nos laboratoires, de nos groupes de recherche et en connexion avec nos collègues du Nord et nos collègues d'autres continents, parce que c'est des scientifiques, des mathématiciens, physiciens de tous les continents qui seront présents au Bénin. Donc, que ce soit de l'Asie, de l'Afrique, bien évidemment, de l'Europe, de l'Amérique, ils seront présents, des Indiens, des Chinois, etc. Donc, voilà, je pense que vous savez bien que les mathématiques, c'est quand même
la clé du développement. Vous ne pouvez rien faire, même là où vous êtes là, vous êtes en train de faire des mathématiques. Et c'est grâce aux mathématiques que vous êtes là. Vous ne pouvez pas construire votre pays sans les ingénieurs. Et vous ne pouvez pas former des ingénieurs sans leur donner une certaine culture mathématique. C'est très important. Alors, professeur, on vous a entendu depuis le début parler des mathématiques, géométrie, algèbre, chimie, physique, chimie et autres, tout ce qui est qualifié de matière scientifique ou de matière dure, mais de plus en plus un faible engouement, n'est-ce pas, autour de ces disciplines-là. Qu'est-ce que vous faites, je dirais, pour former la relève, encourager la relève vraiment à s'adonner à ces matières scientifiques? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, il y a une désaffection des jeunes vis-à-vis des matières scientifiques, notamment des mathématiques et de la physique. Des réflexions profondes ont été amorcées depuis un certain nombre d'années, notamment au niveau du réseau des académies africaines, européennes et méditerranéennes pour l'enseignement des sciences. Et en 1999 et en 2019 en particulier, a eu lieu donc à Paris et disons, la conférence donc, des académies avec les décideurs. Et il a été retenu de lancer un projet pilote de maison scientifique pour réfléchir aux meilleures pratiques d'enseignement des sciences. Le Bénin a été choisi parmi les pays pionniers. Et donc, ces maisons s'appellent Sésame, Centre pour l'enseignement des sciences, et qui sont des centres internationaux qui regroupent périodiquement des experts dans la matière qui partagent les meilleures pratiques d'enseignement. Et ce centre est devenu aujourd'hui un institut d'excellence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Et à ce niveau, nous avons beaucoup réfléchi, et bien évidemment en étroite collaboration avec les ministères chargés donc, de l'enseignement des sciences. Des projets ont été élaborés et il y a un groupe. Et ce centre est coordonné par l'inspecteur de mathématiques Zizinokwe, SH Zizinokwe, pour être en connexion avec nos collègues donc, de l'enseignement secondaire. Et à l'intérieur, il y a aussi bien des pédagogues du primaire, du secondaire que des universitaires qui réfléchissent, qui font des séminaires et qui forment les collègues aux meilleures méthodes d'enseignement. Vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démystifier la matière. Montrer déjà que n'importe qui peut faire les mathématiques. L'école, l'essentiel, c'est d'en intégrer la logique. Parce qu'il y a ce procès qui est fait aux enseignants, aux enseignants d'apeurer la plupart du temps les apprenants sur la difficulté qu'il y a dans cette discipline. Les premiers responsables, c'est nous. Mais évidemment, il y a les décideurs aussi qui doivent donner les moyens et privilégier l'enseignement de ces disciplines. Vous estimez que l'heure est venue de briser ce mythe? Et ce mythe doit être brisé. Il faut faire en sorte que le jeune qui sort, et qui est né, qui va à l'école, ait la possibilité d'apprendre les mathématiques, d'apprendre les sciences, parce que les sciences ne sont pas réservées uniquement pour des génies. Et chaque enfant est un génie en soi. C'est la manière de l'approcher, de l'éduquer, de le former, qui fait qu'il développe, extériorise toutes ses aptitudes. D'accord. Alors, professeur, le Bénin a l'honneur d'abriter cet événement du 15 au 19 prochain, n'est-ce pas? Le pays sera sur le feu des projecteurs. Qu'est-ce que le Bénin même a fait? Quelle est la contribution du Bénin à ce rendez-vous scientifique? La contribution du Bénin, c'est déjà la communauté scientifique du Bénin. D'accord. Et puis, tout ce que nous avons fait pour mener ces plaidoyers jusqu'à obtenir l'organisation de cette conférence ici. Les autorités à divers niveaux supportent l'organisation de cet événement parce que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été régulièrement informée de, disons, des différentes étapes qui ont été franchies jusqu'à l'aube, donc jusqu'à la veille donc, de l'organisation de cette manifestation. Mes collègues aussi de la délégation au contrôle et à l'éthique soutiennent l'événement parce que ils auront la possibilité aussi de rencontrer ces experts dont je vous parle et de discuter avec eux pour savoir comment les choses se font aussi dans leur pays respectifs. D'accord. Alors tout va se dérouler au Palais des Congrès de Cotonou. Monsieur le professeur, quel est votre message à l'endroit de la communauté scientifique? Oui, je voudrais d'abord signifier qu'à l'intérieur de ce colloque, il y aura un colloque spécial sur la coopération du Sud qui va accueillir
qui aura le privilège d'accueillir son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud, une organisation intergouvernementale qui est créée et qui est logée à Addis Abeba. Donc à l'endroit de la communauté universitaire, je dirais, allons ensemble, main dans la main, pour une organisation réussie de cette manifestation qui rehausse notre pays, qui révèle le Bénin et qui fait honneur à tout le continent. D'accord, ce serait votre mot de conclusion. Professeur, merci beaucoup. Professeur merci, Norbert, monsieur le journaliste. Merci, professeur Norbert Nkono. Je rappelle que pour la circonstance, vous êtes le président du réseau des académies de sciences. Des académies africaines de sciences. Des académies africaines de sciences, d'accord. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On prend le rendez-vous, je précise, c'est du 15 au 19 juillet prochain et tout se déroule au Palais des Congrès de Cotonou. Mesdames, Messieurs, voici notre plateau de discussion de ce vendredi. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Allez, le sujet fait de société de ce vendredi, comme je l'ai annoncé, on évoque cette décision du gouvernement de réduire le séjour de nos morts dans les morgues, pas plus de 30 jours désormais de conservation avant d'enterrer un mort. Le sujet fait objet de débat sur les réseaux sociaux, dans les milieux publics et autres. Nous en faisons aujourd'hui notre sujet de discussion avec des acteurs non négligeables sur le plateau. Herman Menton, qu'on ne présente plus. Herman, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. D'accord. Et puis de l'autre côté, El Hadj Traoré Djiwa, imam de la mosquée centrale de Maria Gleta. Imam, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Wa salam tullah. Voilà. Et puis, Da Kokou Hassen Medewayon. Bonjour, Wahab, et je salue les téléspectateurs. Les téléspectateurs vous répondent. Allez, ma première question, n'est-ce pas, va s'adresser à Kokou Hassen Medewayon.
comment vous avez accueilli cette information, sinon cette décision du gouvernement, cette assortie d'un décret, n'est-ce pas, qui désormais limite le séjour des cadavres dans les morgues, n'est-ce pas, à 30 jours. Merci Wahab. J'applaudis cette décision. Ah bon? Je partage à 100% ce point de vue parce que nos morts ne doivent pas rester dans les tiroirs durant longtemps. Cette décision est bienvenue, elle est bienvenue. J'apprécie et je crois que c'est mon point de vue. Je ne sais pas si d'autres diront le contraire. Oui. on va évoluer avec Herman Metton. Herman Metton, quand la décision est sortie, comment vous l'avez accueillie? Bon, moi je l'ai accueilli. Les commentaires que vous avez reçus tout autour, parce que chacun s'en a fait son point de vue, sa petite idée de la décision. Bon, moi je l'ai accueilli favorablement parce que ça fait partie de mon combat. Waouh. Combat. Et les journalistes le savent, ceux qui m'écoutent souvent savent que ma vision en ce qui concerne les funérailles, ce n'est pas laisser un corps à la morgue pendant 2, 3, 4, 1 an et plus. Il y en a qui font vraiment plus. Il y en a qui font vraiment plus. Oui. Il y en a qui font vraiment plus. Il y a des cadavres qui font des mandats présidentiels. Et moi, j'ai donné l'exemple. Oui. Parce que quand ma maman est décédée, le 17 juin 2024, elle a été enterrée le 3 juillet 2024. Vraiment. 2 semaines à la morgue et on a fini. D'accord. Vraiment sincère condoléances. Oui, merci beaucoup et merci aussi pour votre soutien. Donc, moi, ça fait partie déjà de mon combat. Il ne faut pas laisser les corps traîner à la morgue. Il faut vite enterrer. Et l'autre chose, monsieur Wahab Alikpara, c'est que si les corps durent parfois, c'est à cause de nos tiraillements. La famille dit, on doit l'enterrer à tel endroit. Oui. Les enfants sont pour tel endroit. Oui. Il y a l'épouse, il y a l'époux. Donc, c'est toute une panoplie de problèmes. Le fils est né à l'étranger. Et il faut attendre qu'il vienne d'abord. Un visa. Avant qu'il ne descende. Et c'est après. Ou bien on laisse le corps parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut rapidement vendre une parcelle, trouver de l'argent pour bien organiser les funérailles. Et pour ça, on laisse les corps à la morgue pendant des mois. Ce n'est pas une bonne chose. Et je pense que ce décret est salutaire. Mais ce décret aura son sens si là, on en fait une application rigoureuse. Sinon, d'ici là, les choses risquent de retomber encore dans les mêmes travers. On va revenir sur cet aspect. Allez, on s'adresse maintenant à quelqu'un dont on connaît la religion et qui est... Comment ça se passe comment ça se passe là-bas. On dit dans la religion musulmane qu'il n'y a souvent pas de seconde session. Même si tu fais semblant, quand tu fais semblant juste de mourir, on t'enterre. Donc, il ne faut jamais prendre le risque. El Hadj Traoré Djiwa, comment les choses se sont passées quand vous avez appris cette information à votre niveau? Merci beaucoup. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulallah, salam. Donc, je suis de même côté que mes prédécesseurs, puisque même si les musulmans n'ont pas parlé, les gens savent déjà que c'est les gens qui n'attendent pas les heures passées. Vous voyez, je me rappelle, un jour, on a une grande sœur qui travaillait aux préfectures, c'était la secrétaire générale, elle est âgée, elle est décédée, c'était dans mon quartier, quand elle est décédée dans la nuit vers 4h à 5h du matin. Ils m'ont appelé, j'ai dit, bon, l'entraînement sera à 10h. Vous voyez? À 5h comme ça, j'ai dit, bon, l'entraînement va se passer à 10h. Alors que le préfet devait voyager. Donc le préfet dit de m'appeler, puisqu'il a appelé ses enfants, il dit, l'imam a donné cette décision déjà. Il dit non, il faut lui dire de laisser, je vais aller au voyage et venir. J'ai dit non, l'islam n'attend pas. La décision ne vient même pas des enfants ni de tout, l'islam a déjà décidé. D'accord. Donc, que dit l'islam? Quelle est la prescription exacte, ou je dirais le verset qui consacre les questions d'enterrement dans le Coran? Merci beaucoup. Vous voyez, le Coran l'a dit et les traditions prophétiques l'ont mentionné aussi. Le prophète dit que si quelqu'un meurt là, fais vite pour l'enterrer. C'est ça qui est bon pour lui-même, c'est ça qui est bon pour la famille. Fais vite l'enterrer. Si
ce qu'il a fait est bon et il va dans le bon endroit qui prescrit pour aller vite, pour ne pas se retarder. Vous voyez un peu? Oui. Et l'islam a dit, tout homme qui est décédé, il faut l'enterrer. Aussitôt, il faut l'enterrer. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a exception, puisqu'on ne peut pas laisser la chose comme ça. Oui. Puisqu'en islam, on peut, s'il y a des excuses valables, on peut attendre 2 à 3 jours, mais ça ne dépasse pas 3 jours. D'accord. Quelles sont les excuses, par exemple? Par exemple, ça s'appelle les cas de force majeure. Comme oui, par exemple, maintenant, je prends le cas du prophète Moïse. Oui. En son temps, ils ont tué quelqu'un. Et ils ont besoin de mener une enquête d'abord. Donc, mener une enquête, il faut déposer le corps. Mais ils ont pratiqué les feuilles pour garder le corps, pour conserver le corps jusqu'à 2 jours. Donc ça s'est passé en son temps. Donc en cas de ces cas, on peut attendre, mais que ça ne dépasse pas 3 jours. Vu maintenant le prophète lui-même, il est né un lundi, il a été gradé, élu comme prophète un lundi, et il a dit qu'il mourra un lundi. C'est vrai, c'est ce qui a été passé. Mais avant de mourir, il dit, il faut attendre d'abord, laisser mon corps d'abord pour attendre les compagnons que j'ai envoyés dans les villages. Ils vont venir, chacun veut voir mon corps. Donc s'ils viennent, mais il ne faut pas que ça dure. Il est décédé le lundi. Et le mardi soir, en même temps, ils ont dit, ceux qui sont arrivés déjà, c'est bon. Donc, ils ont enterré le mardi soir. Ça n'a pas atteint même 2 jours. Donc, et encore, il a un frère qu'on a tué tout récemment, qui était avec moi, on prêche ensemble. On l'a tué vers papa. Donc, quand j'ai appelé le commissaire a dit, il faut amener le corps dans la morgue. J'ai dit, les musulmans n'ont pas dit non, il faut mener l'enquête. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a couru. Après, ils ont fini les enquêtes, on nous a donné le corps. Mais les gens m'ont posé une question. Est-ce qu'on met le musulman dans la morgue? J'ai dit, si ça arrive des cas d'enquête, on peut le faire. Mais volontairement, pour dire c'est son fils qui est ici, de l'autre côté, ce n'est pas bon. Donc si les raisons sont valables, comme vous l'avez dit, les cas de force majeure, les questions d'enquête, parce que oui, quand quelqu'un meurt, il y a parfois, on a besoin de faire l'autopsie, les enquêtes exigent un certain nombre de choses, ça fait que la famille est obligée de se soumettre à cette décision. D'accord, alors on évolue maintenant, et là je m'adresse à Koko Hassen Médé. Selon vous, comment vous percevez, ou par le passé, le fait que les gens conservent les corps? Qu'est-ce que ça vous fait quand par le passé vous voyez, oui, on conserve des corps pour 1 an, 2 ans, voire 5 ans, parfois plus. Il y en a qui finissent même pas abandonner. Il faut dire à M. Ada, par le passé, il faut circonscrire parce que avant, là, on ne conservait pas. Il y a de cela 20 ans, 25 ans, ce n'était pas le cas. On dit par le passé, 1 an, 2 ans, là, il faut circonscrire ça. Comment dire un passé récent? Voilà, dans ce passé récent. Oui, pourquoi c'est Je salue un auditeur qui nous suit actuellement, Lucas Awara, c'est un auditeur fidèle. Ça fait plaisir. Je n'oublie pas le receveur des impôts, Bruno Watto, qui nous suit aussi. Bon, vous savez, la conservation des corps, cela fait partie de nos pratiques partout en Afrique. Et vous savez, l'exemple est avec nous, avec Adjakoui, le décès de Adjakoui, le chanteur. Disons, quelqu'un, le bâtonnier quelqu'un, quand il est décédé, le corps est resté là durant des années. Alors, je condamne vivement cet état de choses parce que cette pratique amène l'homme à dépenser beaucoup d'argent, à vendre des biens. Pour inhumer. Est-ce que les morts ont besoin de ça? Même si on reste dans le domaine traditionnel, on quittera la tradition pour venir à la religion. À vendre des biens pour inhumer à grande pompe. Oui. Est-ce que la tradition recommande ça? Les mains des ancêtres ont-elles la tradition ne recommande pas cette durée de vie dans les tiroirs. C'est ça. Puisque nos rois ont imiter un peu l'islam. Puisque quand vous décédez, dans les heures qui suivent, je crois que les mouches ne suivent pas ou n'entourent pas le cadavre. Donc, pourquoi ça se passe comme ça? Je vais vous dire, je ne suis pas religieux, je ne suis pas d'islam, je ne suis pas chrétien, je suis animiste. Et pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez, l'homme suit une transformation.
l'homme déjà, dans son enveloppe, le corps qui est son enveloppe, est animé d'esprit, l'âme. L'âme est là. Quand l'âme quitte le corps, ceux qui sont vivants croient que on peut en faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça. Nous avons un être suprême qui est au-dessus de tout. Nous croyons en lui. Et l'être suprême envoie des messagers. Je ne sais pas si ce que je dis, l'imam qui est à côté de moi dira le contraire. On va l'écouter tout à l'heure. L'être suprême envoie des messagers. Puisque nous allons détailler aux auditeurs, ils vont comprendre ce qu'est la mort, ce qu'est une mort. Et quand c'est un sommeil profond, on ne revient pas sur terre. Et quand c'est comme ça, l'être suprême envoie des messagers aller prendre ce dernier. Ce dernier dans un tiroir. Dans un tiroir, l'ange qui est venu est obligé d'attendre. Il laisse tout ce qu'il fait auprès du Père Céleste là-bas. Il attend d'abord. Si c'est des jours, c'est des semaines ou des mois, alors c'est une perte de temps pour cet ange. Ce n'est pas bien. En cela, nos parents ont des méthodes de conservation. Pour ne pas trop garder, quelques jours après, on enterre. Mais seulement, ça dépend du rang de la personne. Mais quand la personne est une tête couronnée à un niveau donné, sous Ponodjeoua, là où la personne décède, en même temps on se regroupe. Même son enfant peut être à l'étranger, en Europe, tout ça là. Non, c'est pas. Celui qui est décédé, ce n'est plus le problème uniquement de ses enfants. On se demande, est-ce que quand l'enfant reviendra, le mort va se ressusciter? On dit, je suis au boulot là-bas et je dois demander permission, et je dois faire mes formalités. La lettre administrative et venir les passeports d'abord, avoir le visa, les procédures. En cela, j'encourage le gouvernement à suivre de très près cette procédure. Parce que et l'appliquer comme le recommande Herman Metton. Voilà, comme il a dit Herman Metton, parce que vous savez, quelqu'un qui est décédé, qu'est-ce que vous voulez en faire? Quelqu'un qui est l'âme n'est plus là. C'est ça. L'homme a une boîte noire comme les avions. A une boîte noire. Tout ce que tu fais de bon, de mauvais, tout est enregistré dedans. Tout est englouti dedans. Et quand tu décèdes, la boîte noire rejoint le Père Céleste et on va te juger en fonction du contenu de la boîte noire. En fonction de ce que tu as fait sur terre. Tu peux revenir sur terre, transformer. D'accord. Voilà. Alors, Herman Metton, qu'est-ce qui a donné naissance, selon vous, à ces pratiques-là? À quel moment, puisque vous le soulignez, par le passé, le passé lointain, on n'avait pas ça. Qu'est-ce qui a mené ça exactement? Non, on peut dire que on a commencé par, l'émancipation, l'évolution du monde. Les gens trouvaient que maintenant on a les moyens. Sinon avant, quand on parle d'enterrement, c'était le gouvernement à l'époque. Et souvent c'est les jeudis. Il y a un minibus noir là. Et quand on voit souvent, ça, on sait que c'est souvent les jeudis. Si on a commencé à observer ces pratiques que moi j'ai l'habitude de dénoncer, parce que peut-être ça arrange seulement ceux qui ont les moyens. Et je confirme ce que Da a dit par rapport à celui-là dont le corps a fait plus d'un an au cimetière. Par exemple, moi, mon papa m'a dit, il vit toujours, mais ton coco bienvenue. Il dit, le jour où je meurs, là, enterrez-moi en même temps. Le même jour. Le même jour. Normalement, le gouvernement devrait déjà prendre les dispositions pour éviter que lorsque quelqu'un perd un parent cher, que ça soit un moment de fête. Regardez ce qui se passe, monsieur Wahab Ali Para. Vous les voyez au cimetière. On perd son parent, on pleure. 10 minutes après, on commence par appeler. Celui à qui j'ai commandé bloc-auto, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que les vins sont déjà prêts? Celui qui doit amener à bloc de commerce, il a déjà amené. Ce qui fait qu'il y a très peu de monde au cimetière. Merci, et tout le monde de monde au lieu de manifestation. Je suis éploré. Monsieur Wahab Ali Bara, je suis éploré. J'enterre ma maman ou mon papa.
Et 10 minutes après, je commence par festoyer. Là, ce n'est pas une bonne chose. Vous aurez parfois même des faits pas où on écrit réception à tel endroit, on met les différentes bières qui existent, le mets qu'on va préparer, le menu, tout est affiché sur le fait pas de ton papa ou de ta maman qui est décédée. Au point que quand on prend les faits pas, on est beaucoup plus intéressé par la partie réception. Il y en a qui viennent même à des réceptions sans connaître même le nom du défunt. C'est ça. Aucune information. Oui. Et quand toi, ta maman ou toi qui as éploré là, quelqu'un vient dire, si tu n'as pas telle boisson là, donne-moi telle boisson. Si vous n'avez pas préparé telle nourriture, tu es venu dans un restaurant ou bien tu es dans une bar, dans un bar plutôt. Moi, je ne comprends pas cette manière où on a commencé par enterrer nos papas, nos mamans, et il faut laisser les corps séjourner. Si c'est une décision de justice où le procureur ordonne à ce qu'on garde le corps pendant un temps, ça c'est compris. Maintenant qu'on a parlé 2 mois, moi je dis, M. Wahab Alekpara, c'est une décision très salutaire, parce que j'entends les gens dire, il y a les cérémonies de Henry consort. Le gouvernement ne s'est pas immiscé dans les cérémonies de Henry. On a dit 30 jours pour enterrer. Vous pouvez prendre 6 mois, le reste dans vos Henry, les familles, on va y arriver. Sur cet aspect, parce que ça devient très intéressant. On a un téléspectateur par ici, n'est-ce pas, qui dit que lui n'est pas, il dit bonjour le plateau d'Actu Matin. Moi, personnellement, je ne suis pas totalement satisfait. Un délai de 15 jours maximum allait suffire pour enterrer un corps sans vie. Néanmoins, je tiens à féliciter le gouvernement. Maintenant, il va falloir un suivi rigoureux à cette décision puisque nous nous connaissons au Bénin. Merci beaucoup. Donc, c'est la contribution d'un de nos téléspectateurs. Je lis ici Sidney Achade. Sidney Achade, à qui nous disons merci pour cette contribution. Alors, Imam Traoré Djiwa, je reviens vers vous. Qu'est-ce que la religion musulmane a prescrit pour les cérémonies? C'est-à-dire quand on finit l'enterrement qui doit avoir lieu, les heures qui suivent, qu'est-ce qui est prévu pour les cérémonies? Parce qu'on note que beaucoup justifient le long séjour de conservation, je dirais, des morts en raison des cérémonies qui accompagnent. Au niveau de la religion musulmane dont vous êtes, je dirais, un guide, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est retenu? Vous recommandez? Merci beaucoup. Le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons décédés, les gens ont décédé. Mais comment il nous a enseigné que quand il a Jafar qui est décédé, il dit, ici là où il y a Jafar Ta'ama, que la maison de deuil n'a pas droit à préparer. C'est ça. Puisqu'ils sont en deuil. Ils sont en deuil. Donc les maisons voisines, ils vont préparer les données jusqu'à 3 jours. 3 jours là, les gens vont passer, les saluer, les donner de conseils. Après ça, c'est fini. Témoignage de compassion, comme on dit. Ça, c'est fini. Même on peut saluer la deuil avec le téléphone. C'est ça. On peut envoyer un message. Tout ça, c'est connu en islam. Mais chercher des jours pour faire des rassemblements, pour dire nous voulons prier à tel, ça n'existe pas en islam. Le prophète n'a pas fait. Avant lui, les gens n'ont pas fait. Aujourd'hui, je vais vous rappeler un peu. Moi-même, je suis contre ça. Et les gens savent que c'est moi qui est toujours contre ça. Pourquoi? C'est des gaspillages, je vais les appeler. C'est des gaspillages. Il y a des gens qui font du club, qui sont devenus des parasites, qui ont pris ça comme boulot. C'est de ça qu'ils vont manger. C'est pourquoi ils vont les montrer, il faut réciter ci, il faut réciter ci, alors que tout ça là, c'est des innovations. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas arrivé dans la vraie tradition. Donc moi je fais appel, je demande que les gens cessent de faire. Il y a des gens, eux ils profitent de ces endroits pour manger. Mon papa il a dit quelque chose que moi-même j'ai compris ça depuis. Les rois de chez nous, on n'a jamais vu leur enterrement. Si le roi on enterre d'abord avant de donner l'information. Donc pourquoi cela? Donc si c'est bon, il faut que tout le monde le fasse. Voyez un peu. Donc ça là, ça n'existe pas en islam. Après l'enterrement, il n'y a rien. Il n'y a comme cérémonie. Si vous voyez quelqu'un le faire comme musulman, ce n'est pas dans la pratique, c'est ce que lui veut. Et c'est 2 personnes qui le font. Premièrement, les 10 alphas qui se profitent. Ils ont des clubs sur ça. Deuxièmement, nos cadres. Nos cadres ne veulent pas comprendre leur religion. Comme ils ne comprennent pas leur religion, eux ils profitent. Si je vais organiser une cérémonie là, notre bureau, notre service va m'envoyer
l'enveloppe. Donc c'est ces deux cas-là qui font que ça ne finit pas. Donc ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est genre, il y a un musulman, il est cadre, soit un ministre, un DG, qui ne peut pas sa religion. Mais qui, quand il a, je dirais, des funérailles, son père ou en tout cas un proche à lui décède, plutôt que de rester dans la tradition, il veut mélanger, bénéficier pour commercialiser. Ça, il veut commercialiser. C'est-à-dire avoir les appuis de quelque nature que ce soit de ces chez moi, Maria Agreta, là, je connais quelqu'un qui n'est pas musulman. Il a dit que sa maman est décédée, ça fait longtemps. Il a une femme qui a perdu sa maman. Il dit, est-ce qu'il n'avait pas lui vendu la deuil là que lui va prendre tout comme c'est sa maman qui est décédée. Ils ont fait photo de la maman et photo du monsieur de côté, photo de la femme de côté. C'est leur maman eux tous. C'est ça. Il a bien fait la cérémonie grandiose. On nous a dérangé, on n'a pas pu dormir durant les jours. Ils jouent, ils boivent. Permettez-moi un peu, juste une minute. Quand j'étais à ici, la dernière terrain là, il avait... Dans la zone de Zobo. Oui, Zobo, ouais. Il avait une dame, une vieille dame, qui est dans la maison. Et nous sommes des maisons voisines. Un jour, ces enfants sont en train de discuter que l'autre a gagné l'autorie 20 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils sont en train de parler quand le plus petit d'entre eux a dit, ah, il faut faire attention. Il faut qu'on prenne l'argent là pour faire funérailles de maman. Est-ce qu'il est décédé? On va le tuer. Ils ont proposé de le tuer et faire les cérémonies grandioses. Sinon, l'argent va finir et maintenant il va décéder pour les mettre dans la honte. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler en fond que moi je ne maîtrise pas. C'est un ami qui m'a dit, tu sais ce que les gens sont en train de dire? C'est à 6 h du matin que j'ai entendu la cri de maman une fois. Et c'est fini. Et ils ont amené de l'électrique, ils ont fait tout. Bon frère, ils ont mangé, ils ont fait tout. L'argent est fini maintenant. Ils ont dit qu'ils vont partager la maison. Ils ont partagé la maison. C'est le plus grand qui a pris la rentrée de la maison. Le portail qui a la rentrée du portail, lui il a pris la chambre là. Il dit c'est pour moi ça. Mais je vais vous dire, attention. Tout celui qui veut passer, rentrer dans sa chambre là, il ne faut pas qu'il passe devant ma porte. Et comment les autres vont faire? Oui, ils ont dépensé, là, ils vont voir. Ils ont tué maman, non? Et le plus petit qui a donné du conseil de tuer maman, lui, il ne savait rien. Il est sorti. Il vient maintenant, quand il a passé, lui, il a pris la hache en même temps, il a donné sur la tête. Il est tombé. C'est ainsi, ils sont commencés par se tuer jusqu'à le gouvernement a saisi la maison d'abord. Et ils sont tous retrouvés au commissariat. Quelle cérémonie vous avez fait? Vous voyez? Donc, c'est les gens qui profitent là, qui nous amènent ce problème-là. Et les gens qui vont à l'extérieur, ils veulent copier toutes les choses et rester nos pratiques. Si on ne fait pas attention et les montrer que ce que vous avez trouvé là-bas, laissez ça. Laissez ça là-bas, oui. Le copier-coller n'est pas bien adapté. J'ai appris quelque chose. Ils ont dit qu'ils n'ont pas des places de morgue pour laisser des cadavres dans les autres côtés. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le cadavre, ils mettent dans la machine, il devient sec, on met dans l'autre machine, il devient poudre, il va arroser les champs, que ça devient anglais. D'accord. Alors, merci beaucoup, Imam. Je précise, on ouvre la ligne à nos téléspectateurs. Le temps que je m'adresse maintenant à Koko Hassen Medeweyon, on a tout le temps pour faire des cérémonies, non? Ça veut dire que, comme vous le soutenez, on peut enterrer le mort, même si c'est 6 mois après qu'on court pour mobiliser les sous pour les cérémonies, les funérailles et autres événements, on peut le faire après. Le comble est que du vivant, du défunt, les enfants ne s'occupent pas de leurs parents. Wahab, vraiment, cette décision, je veux même demander au gouvernement de diminuer un peu même les 30 jours. Je suis de même avis que vous. De diminuer un peu les 30 jours parce que quelqu'un qui est affamé, il a nourri durant des années son enfant. Il est affamé, il est là, il est à la retraite et il n'a plus les moyens, tout ça là. L'enfant ne s'occupe pas de son état. Et subitement, à sa mort, on dit bon, nous allons le placer à la morgue là-bas et nous allons commencer par... On s'endette même. On s'endette pour régler pour faire les cérémonies. Alors que du vivant, on ne s'est pas battu, on ne s'est pas endetté pour s'occuper de la personne. D'accord. Et c'est à la mort qu'on commence par faire ça. Allez, premier téléspectateur, bonjour. Bonjour, le plateau. Merci de vous présenter.
On m'appelle Sam Raymond. Monsieur Sam Raymond, bonjour. 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 Je dis bonjour à monsieur Hassan, sans oublier l'imam et notre ami de tous les jours. Herman Melton. Notre ami de tous les jours, vraiment. Bon, avant d'apprécier la décision, posons-nous la question de savoir pourquoi il faut garder un corps pendant longtemps à la mort. Allons-y. Il y a des gens qui sont nés d'une famille, ils sont 5 ou 3, 2 se trouvent à l'extérieur. Oui. Le papa décède. Au moins pour une dernière fois, qu'on lui donne la chance de venir constater réellement que papa est décédé. C'est à cette occasion on prend la décision de dire, bon, gardons le corps pour que notre petit frère ou bien le grand frère arrive à l'obsèque de papa. Et pour la dernière fois, il va voir le corps. Mais nous, Africains, comme on ne fait pas assez de calculs, c'est devenu la mode. Il faut aussi, je ne mets pas mon papa à la morgue, on va dire que je n'ai pas de moyens, alors que nous dépensons énormément pour ces enterrements-là. C'est ça. Moi, quand je finis de faire cette analyse, je dis que c'est une bonne décision. Ramener ça même à 15 jours, c'est mieux que d'aller même jusqu'à 30 jours. D'accord. Donc, c'est une bonne décision. Moi, j'applaudis ça. Qu'est-ce qui, au fond, vous gêne dans la conservation? Mais on va garder le corps. Mais M. Hassan vient de dire quelque chose. Mais quand quelqu'un meurt, il a dit clairement que le Seigneur, l'être suprême qui nous dirige tout, envoie des anges. Vous prenez le corps, vous mettez ça dans un casier. Et les anges là rôdent autour pendant des mois. À quoi ça sert? Et c'est une manière d'augmenter la douleur à ceux qui ont perdu un parent. Le jour où vous allez organiser l'enterrement, la douleur que vous avez, vous aurez le même jour quand vous allez l'enterrer, c'est la même douleur que vous aurez, que vous allez prolonger. Pourquoi mettre le corps à la mort pendant des années? Moi, je vois que c'est inutile. C'est une perte de temps. C'est une perte de moyens. Moi, je dis que c'est une bonne décision. D'accord. Merci beaucoup, M. Sam Raymond. Autre téléspectateur en ligne? M. Sam Raymond est parti. On va espérer un autre téléspectateur. Oui, merci de vous présenter. Bonjour, Wahab. Madame Dosouvi? Oui, Madame Dosouvi. Comment allez-vous? Ça va, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour, Madame Dosouvi. D'accord. Pour cette décision du gouvernement, c'est salutaire. Moi-même, j'ai beaucoup apprécié ça. Waouh. On dirait que beaucoup étaient vraiment gênés, mais se taisaient dans l'ombre. Non, moi, j'ai toujours aimé enterrer en même temps comme les musulmans. C'est-à-dire, on doit enterrer les morts. Il faudrait qu'on laisse aussi les âmes se reposer. L'âme qui part, il faut que l'âme aille en paix. Il faut que l'âme... C'est au frigo ici, l'âme aussi n'est pas en paix là-bas. Oui, peut-être que c'est au frigo, ça refroidit, l'âme est beaucoup plus, je dirais, tranquille et dans un milieu glacé et autres. Non, il faut... Non, c'est pas glacé quelque part. Non, c'est ça, on a dit, l'âme rose, l'âme n'est pas... Il n'est pas allé se reposer en fait correctement. Et ça. Même la famille endeuillée aussi n'est pas... Tant que c'est pas encore parti, si c'est là 6 mois, 7 mois, vous êtes toujours là à recevoir des condoléances, à ne pas en finir tout le temps, auquel on va faire, comment on peut, aussi c'est enterré. Oui. Vous allez constater que une fois que le corps est enterré, en même temps ou pas, les condoléances finissent. Et c'est fini quoi, tout le monde est en paix. D'accord. Maintenant, je comprends pour les enfants à l'extérieur, tout ça, là, il faudrait attendre pour qu'ils viennent, parce que c'est nous-mêmes toujours. Et si tu ne viens pas enterrer ton papa ou bien ta maman, et si le second décède, si c'est le papa qui est décédé, la maman encore en vie, si tu ne viens pas enterrer le papa, tu ne dois pas enterrer la maman, il faut faire des cérémonies d'abord. Et on crée des dépenses aux enfants qui n'ont pas pu effectuer les déplacements pour pouvoir venir enterrer. Ce fait qu'on attend les enfants
à l'extérieur. D'accord. Maintenant, il faudrait que le gouvernement aussi allège les tâches aussi, nos tombeaux là. Ça coûte cher. Pour acheter tombeau quelque part, ça coûte trop cher. D'accord. Il n'y a pas l'argent en même temps. Il faudrait quand même... On a compris l'essentiel de votre message, Madame de Souvy. Merci. Merci beaucoup. Autre téléspectateur, lui, bonjour. Ça boude de l'autre côté. Oui, merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Téléspectateur, lui, bonjour. Oui, allô, bonjour, le plateau. Merci de vous présenter. C'est Justin Benou de Jobo. Monsieur Justin, comment allez-vous? Dieu est grand, et de votre côté. Nous rendons grâce. Ok, je salue mes amis. Bonjour, monsieur Benou. Ils vous répondent. Oui. Vraiment, c'est un peu comme tout le monde attendait cette décision. Hein. Ah bon, ça vient soulager pratiquement. Il y a une forme d'unanimité à tous ceux qui, la parole est adressée, ils sont unanimes sur la décision. Et la vie est partagée de façon commune, quoi. C'est ça. Vraiment, le gouvernement a bien fait. Et ce que j'aimerais leur demander, ils n'ont qu'à s'allier au système des musulmans. Pour que désormais, un mois là redevienne 3 jours, 2 jours. Même ceux qui demandent les 15 jours là, moi je trouve que c'est trop. C'est trop encore. C'est ça. Puisque quand on meurt, c'est un peu comme si tout est fini. Et il faut finir en même temps. D'accord. Surtout chez moi, Porto-Nouveau, ce qui se passe là. Je suis sûr que quand un Porto-Nouveau va appeler après moi là, il ne va pas apprécier cette décision là. Ah bon? Oui, parce qu'est-ce que Porto-Nouveau a de particulier et qui peut être gêné? Il y a des gens qui font même des années à la morgue chez nous là-bas. Et c'est... Non, c'est nous le problème quand les gens n'organisent pas le décès de grand Dieu là. Oui. Et ils ne sont pas contents. C'est un peu comme si celui qui est à côté là, il n'a rien. Il n'a rien quoi. C'est dans les morts là que nous on trouve de l'orgueil. C'est ça. Donc après un décès sans agor, et si tu es de Porto-Nouveau, c'est comme si tu ne l'es pas. C'est ça. Et tu es critiqué. Et ça fait que ça, c'est un truc qui tous les jours que Dieu fait là, ça continue, ça monte et ça monte. D'accord. Merci. Vraiment, cette décision-là. Merci beaucoup, monsieur Benou. Je veux bien que le gouvernement revoie encore la copie et s'aligne un peu au système des musulmans pour que ça redevienne 2 ou 3 jours. Je vous salue, bonne journée. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Herman, mettons, on va arrêter la première phase des interventions et donner la parole maintenant à Herman, mettons. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à des moments donnés, les gens sont influencés par les questions de tradition aussi, les questions... Bon, on a un autre téléspectateur qu'on va prendre très rapidement. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Kosoko, je m'appelle. Monsieur Kosoko. Oui. Vous nous appelez d'où? D'Agra, Cotonou. On vous écoute. Oui, Michel Kosoko, je m'appelle. J'appelle d'Agra, Cotonou. D'accord. Merci de baisser le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. Oui, il n'y a pas de souci. Allons-y. Ça peut aller? Oui. Ok. Moi, d'abord, comme mon nom l'indique, je suis musulman. Donc, en tant que musulman, j'apprécie à sa juste valeur la décision du gouvernement. D'accord. Je vais vous faire une confidence. Mon imam est là, il peut aussi en témoigner. Vous savez, ce qui crée les vrais accidents aujourd'hui dans nos vies, c'est les âmes qui ont quitté leur corps, qui sont, et on a emmagasiné les corps là dans les morgues là. Donc tant qu'on ne va pas enterrer ces corps là, les enveloppes là, les âmes n'iront pas se reposer. Ce sont ces âmes là qui déambulent dans la ville, qui créent des accidents parce que ils sont dans la ville, ils sont dans la situation avec nous et ça fait des accidents. 1. 2 là, franchement, comme l'a dit Emma Menton, je souhaiterais que le gouvernement mette en application sur cela de près, puisque on se connaît, le Béninois est têtu.
Le Bénin est têtu. Ils ne vont pas appliquer ça. Ça, juste valeur. D'accord. Et de 3, en tant que musulman, c'est que il y a des gens qui se disent plus intelligents que Dieu. Dieu qui nous connaît, c'est lui seul qui connaît le futur est dans sa main. C'est lui seul qui peut voir une mouche noire dans une mine noire, sur une pierre noire. Et c'est lui qui a édité sa loi. D'accord. Dans une maison, là où il y a deuil, l'imam a déjà dit, on ne doit pas faire de feu pendant 3 jours. Donc nous sommes habilités à assister cette maison. Je demande à mes frères musulmans de connaître leur religion. Ce sont eux qui sont en train de outrepasser les lois de Dieu. Donc je nous en prie, appliquons ce que Dieu nous a inculqué. Monsieur Kosoko, merci beaucoup. Merci. On vous a compris. Alors, je reviens vous avez vers vous. touché un point très important. Oui, c'est à ceux qui influencent, n'est-ce pas, je dirais, les gens à se comporter ainsi. Ah non, comme l'enfant est à l'étranger, s'il ne vient pas à l'enterrement de son père, il voit le corps en dehors, avant qu'on l'enterre, il ne doit pas venir à l'enterrement de la mère, ou il ne doit pas venir à l'enterrement de l'oncle, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme de pression qui conduit les gens à se comporter ainsi? Vous savez, presque tous les intervenants et nous qui sommes sur le plateau, nous sommes unanimes, comme quoi c'est une décision salutaire. Oui. Mais vous allez comprendre à travers les interventions que les gens ne sont pas libres pour décider. Oui. Ils ne sont pas libres. Voilà. Ils attendent ça. C'est-à-dire ils veulent, mais il y a l'entourage qui leur impose un dictat. Oui. Moi, quand je prends mon cas là, quand je suis parti au niveau de la famille de ma maman, c'est tout comme si on veut vite se débarrasser de notre maman. Jusqu'à présent, je suis gêné. Je dis, mais je ne comprends pas. Je vais enterrer ma maman dans 2 semaines. Est-ce que, comme on l'a dit ailleurs à d'autres, on ne vous a pas demandé c'est quoi, tu attendais sa mort? Voilà, oui. Oui, parce que dans un groupe, quand j'ai posé le sujet, c'est comme ça, c'est parce que c'est en audio que je peux pas jouer ça ici. Et au niveau de notre famille, même au village, c'est quoi? Ça n'a pas fait 2 semaines, vous voulez déjà enterrer votre maman? J'ai dit, ouais. Donc, il a fallu que je sois moi-même rigoureux, intransigeant, pour dire aux familles, notre maman n'a manqué de rien avant son décès. Parents, anniversaire, tout a été chouchouté, elle n'a manqué de rien avant son décès. Donc, l'enterrer dans 2 semaines, on peut le faire. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Nous, on ne veut pas attendre d'aller construire une case ou bien une chambre au village d'abord pour dire, c'est là on veut l'enterrer. Non. Vous comprenez? L'enfant qui est à l'extérieur, on peut tout faire. Et le gouvernement a été un peu indulgent. Moi, je pense. C'est pourquoi on en donne même 30 jours parce qu'il ne faudrait pas qu'on pose le problème que vous posez là. Quelqu'un à l'extérieur, dans un mois là, tu peux faire diligence et descendre. Sinon, on aurait dit 2 semaines, le gouvernement, les gens qui sont à l'extérieur, non. Et autre chose, la famille, on dit Renou là, qui sont au village souvent, quand on va les voir, c'est qu'il faut attendre telle lune, il faut attendre tel jour favorable, sinon vous ne pouvez pas enterrer votre maman dans telles conditions. Il y a un monsieur qui doit faire les cérémonies, lui n'est pas là, il faut attendre. Ce qui veut dire que la décision du gouvernement vient régler un grand problème pour ceux qui n'ont pas le courage, ceux qui n'arrivent pas à s'affirmer. Ça vient bousculer les haines. Parce que finalement, on va bousculer. Peut-être qu'il y aurait des comités qu'on va mettre en place dans des familles pour s'asseoir et apprécier cette décision du gouvernement. Dans les familles, là, ça se fera. Quelqu'un va expliquer de long à large le contenu du décret. Révisons la constitution des haines. Et c'est pourquoi moi, j'attends le gouvernement plus loin pour dire... Comme ça se passe chez les islams, je crois, c'est ça? Oui, les musulmans. Les musulmans, excusez-moi. Donc, si on meurt là, il ne faudrait pas que la famille dise, là, il faut l'amener forcément au village. Il faut l'amener à tel endroit. Les enfants s'opposent. Et je profite pour dire, vous qui êtes vivants là, et moi je le fais déjà, malgré que je sais qu'il me reste tant d'années, si je meurs, le souhait des gens là, si je meurs, je vais être enterré à tel endroit. La famille, bien ceux qui vont s'opposer à ma volonté, depuis là-bas, je vais les poursuivre. Oui, je vais les poursuivre. Quand on va dire ça, je sais, on a vécu beaucoup de choses. Ça va aider les enfants pour s'en sortir. Sinon, parfois, quand vous êtes contre la volonté du règne et de la famille,
vous avez des ennuis. Moi, j'ai posé la question, vous dites, mais si du vivant de tel parent dit, si je meurs, je vais t'atteler en tel endroit là. Oui. Nous, on fait comment par rapport à ce que vous voulez? Il dit, bon, d'accord. C'est que difficilement, c'est parce que l'autre est déjà parti, on sait que depuis là-bas, il peut les chicoter. Ils ont accepté. Sinon, c'est non, ils imposent leur volonté aux enfants. Et ça s'est passé à un endroit où, pour les cérémonies, on va pas faire, les enfants abandonner le corps. Pour ceux qui veulent forcément dire, c'est la religion, les nouvelles religions, là, il faut faire, mais il faut faire ci. Et la famille a dit autre chose. Ceux de la religion, les enfants ont abandonné. Et c'est la famille qui a pris le corps pour l'enterrer comme elle veut. D'accord. Alors, Imam, on en vient maintenant à ce déchirement qu'il y a et des tiraillements qu'il y a souvent au niveau des familles. C'est vrai, ça se fait au niveau de la communauté musulmane également, mais je voudrais qu'on s'ouvre au-delà de la religion musulmane. Papa aurait dit il faut l'enterrer à tel endroit. Encore que lui-même, de son vivant, il ne savait pas où est-ce qu'il va mourir. On dit souvent, on ne sait pas où est-ce que la mort va nous prendre. Alors, papa aurait fixé un endroit. Après son décès, il y a les parents de papa même, n'est-ce pas, qui ont leur propre décision et les cérémonies qu'ils veulent imposer. Il y a des enfants qui, collectivement ou de façon divisée, ont également leur point de vue. Il y a les épouses qui, parfois, ont également leur mot à dire. Et puis, tout ce mélange. Comment vous voyez la situation? Est-ce que ça ne présente pas, je dirais, une forme de danger, même aux enfants la plupart du temps? Merci beaucoup. C'est ici que j'arrive à entendre ces genres de choses. Sinon, notre décision, la femme ne sait même pas où on enterre son mari. Puisqu'elle ne participe pas. Elle est là, nous on va aller faire les choses. D'abord, si le décès pose comme ça chez nous, on vient voir l'imam. L'imam, comment faire? Je complète, et je ne vous coupe pas, je complète que des fois aussi c'est la femme qui meurt et les parents de la femme réclament au mari d'amener la femme au village et imposent aux enfants de faire la chose. Donc c'est vice versa. Je viens toujours. D'accord. Donc on vient voir l'imam. Comment faire? D'abord, première décision de l'islam, là où l'homme meurt, c'est là qu'on va l'enterrer. Et pour les prophètes, tous les prophètes, ça a été comme ça. Mais on nous a donné le choix. Si la famille dit bon, amène-le à tel endroit, ne discutez pas. Ne discutez pas. Mais disait-lui, c'est ce que la religion a dit. D'accord. Vous voyez un peu. Chez nous, ça s'est passé à Marie-Agretala. Il y a un vieux qui est avec nous, qui est de Parakou, qui a marié une soeur de Djougou. Quand la soeur est décédée en même temps, le vieux m'appelle, on va appeler Djougou. J'ai dit non, c'est pour toi. C'est ta femme. C'est toi qui donnes des décisions. Si leur fille est avec eux là, c'est à eux la décision. Mais si la fille est avec toi là, et elle meurt, c'est à toi la décision. Où tu veux. J'ai dit choisis-toi. Si c'est à Cotonou, si c'est à Parakou, c'est ce que tu choisis qu'on fait. Dis non, il faut qu'on appelle Djougou. Ils ont appelé Djougou. J'étais là en même temps quand ils ont dit non, c'est ta femme, non. C'est toi qui décides, c'est pas nous, on n'a rien dedans. D'accord. Toi qui décides. Peut-être on peut vous envoyer une ou deux personnes comme délégation. C'est ça chez nous. Chez nous, n'a pas ces discussions. Moi, ma maman est décédée, ça fait 2 mois. Mon père est décédé, ça fait 6 ans. Je ne sais même pas, est-ce qu'on a acheté quelque chose pour 1 franc pour l'enterrement de ma maman, de mon papa. C'est ça. Je ne sais pas. Je sais là. Quand même quand papa est décédé, j'étais à Cotonou. On m'a dit, ils ont dit l'enterrement c'est 10 heures. Et c'était moi, le fils garçon qui devait parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème, puisque je sais ce que l'islam a dit. J'ai dit, à quelle heure ils ont dit 10 heures. J'ai dit, je vais faire tout possible pour être là. Vous voyez? Vu le déplacement, j'ai perdu beaucoup de voitures. Il y a 4 voitures comme ça qui est gâté. Et je n'ai pas atteint. Et l'imam, on lui a dit que, comme l'imam se retarde, on lui a dit que c'est à 9 heures. On m'a dit à 10 heures. Quand il est 9 heures en même temps, il veut commencer. Quand on m'a appelé, tu es où? J'ai dit, je suis en route. Il dit, ah, l'imam a dit quoi? J'ai dit non. Dis à l'imam, on m'a dit 10 heures. Si 10 heures sont là et je ne suis pas là, on peut l'enterrer. Mais 10 heures là, je serai là. Dieu merci, je suis là à 10 heures, on a fait l'enterrement. Donc, la décision pour enterrer,
ça n'a pas de force dans la famille. Sa force, c'est dans la religion, ce que l'islam dit. C'est fini. D'accord. Alors, d'accord, Kouassène Médéouéon, Herman Metton a souligné un aspect qui est vraiment des vécus, qui sont vraiment des vécus. Beaucoup d'aspects. C'est quoi? C'est de voir ces communautés que je ne veux pas citer ici pour éviter, je dirais, des conflits, des appréciations, des interprétations maladroites. C'est des communautés qui, par exemple, imposent aux enfants qu'on sait très bien n'ont pas les moyens de construire au village la maison ou sinon la chambre dans laquelle on va enterrer soit papa ou maman qui est décédé. Ce sont des communautés qui insistent pour dire que non, leur corps ne dort pas ou bien ne s'enterre pas sur un autre territoire que chez eux. Bref, on aligne, je dirais, des exigences, des haines, comme disait Herman Metton, qui sont de nature à obliger les enfants soit à abandonner le corps ou alors aller mettre ça à la morgue pour s'entendre. Parce qu'il faut courir, avoir les moyens pour construire. Pour construire, ça va durer le temps que ça durera et donc le cadavre est dans les casiers à la morgue et autres. Comment faire pour régler ce problème? Parce qu'on dit que c'est la tradition. Vous êtes gardien de la tradition. Kouassène Médéouéon. Il y a des mythes qu'il faut briser. Par rapport à ces histoires d'organisation de funérailles. D'accord. Vous savez, dans les villages, celui qui est décédé en ville, celui qui est décédé à l'étranger, tout ça là, ça anime les familles, ça anime... Vous allez, c'est des moments de retrouvailles. Et on organise beaucoup de choses. Mais seulement que nous traversons des moments vraiment critiques, financièrement, que nous allons nous rendre compte quand même qu'on ne peut plus continuer à enterrer nos morts comme ça. Est-ce que vous voyez? L'argent que vous allez dépenser pour nourrir ceux qui sont vivants, celui qui est mort, c'est-à-dire ne vous assiste plus, il n'est plus là. Et vous dépensez tant d'argent, tant de fortune pour enterrer. Alors là, celui qui, déjà de son vivant, peut faire, comment dirais-je, peut faire un testament. Renouveler, parce que c'est les choses là, les dernières décisions de ce dernier. On peut faire un testament, dire à ma mort, vous faites ceci, vous faites cela. Et c'est là. Donc ça, c'est quand vous arrivez au niveau des juridictions. Sinon, le testament peut être facilement contesté dans la famille ou bien ceux qui se disent détenteurs de la tradition ou des haines. Voilà, au décès de mon père, moi, mon père avait travaillé à la mairie, à la mairie de Cotonou. Mais quand il est décédé, moi j'ai appelé le village. J'ai dit, bon d'accord, il est décédé. On a fait une réunion avec mes frères et soeurs. On est 23 au total. Je suis l'aîné de la famille. Et j'ai dit, bon, ils ont dit 2 mois, 3 mois, ils ont dit 4. J'ai dit, non. On l'enterre dans 10 jours ou en 2 semaines. Et c'est ce qui est respecté finalement. Vous savez pourquoi on peut enterrer très rapidement? Les gens s'endettent pour enterrer un mort. Pourquoi s'endetter pour enterrer un mort, quelqu'un qui n'est plus vivant? On dit, il y a des paroles laconiques ou bien il y a des propos bizarres. On dit, j'en dis, à vous tuer ton j'en dis. Et mort, mais on coûte trop, j'en dis. Mais on coûte trop, des coups, ça me fille, j'en dis, on va l'enterrer. L'enterrement, je condamne même la décision du gouvernement jusqu'à 30 jours là. Je dis non. On ne peut pas. Pourquoi attendre jusqu'à 30 jours? D'ailleurs, le gouvernement doit envoyer des commissions d'enquête dans les choses, dans les morgues. On envoie le registre, on sort le registre de chaque dépôt de cadavre de mort. On sort le registre. Si le tiroir, on ouvre le tiroir et le mort est là, alors on sanctionne cette morgue. Et c'est ce qui doit être fait. Parce que on prend à chaque occasion, profite de cette occasion-là pour soutirer de l'argent ou bien pour s'endetter, pour fatiguer les gens. Alors, Herman Metton, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect également qui pose problème? Quand par exemple,
à la mort d'un papa, on compte sur les beaux-fils pour organiser les funérailles. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait une liste, on dit que cette liste, c'est d'abord pour les enfants. Cette liste, c'est pour les filles, c'est-à-dire les enfants-filles du papa. Pourquoi ne pas enterrer la personne d'abord et une autre liste, vous voyez, et une autre liste, c'est pour les maris de ces filles. Donc, ça veut dire que les filles sortent de la réunion familiale avec deux listes. Une liste qui serait leur propre dépense et une seconde liste qui serait la dépense du mari. Sachant très bien que... Ça crée même des divorces. Voilà, sachant très bien que les deux listes données à la femme, ça revient à la charge de l'homme. Vous ne voyez pas que lorsque la liste est vraiment hectométrique, avec des exigences et autres. On dit que c'est le chef de famille qui a envoyé ça. Voilà, qui envoie. On doit respecter. Voilà, tel montant pour les achosous, pour les achosous, telle quantité de cigarettes pour ceux qui ne doivent pas dégonfler vos pneus et autres. Est-ce que vous ne voyez pas que vraiment, on met tout un... Ça pèse. Oui. Ça pèse. Quand nous on était au village, on a dit, rien n'a dit à ma soeur, à surtout tu n'as pas encore été doté, donc voilà s'il y a des choses à faire. Oui. On leur a dit, le minimum qu'on peut faire, le strict minimum qu'on peut faire et enterrer d'abord, le reste on verra. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas fait la dot là empêche d'enterrer le mort? Pas du tout. C'est pourquoi je dis, le gouvernement est en train de soulager ceux-là qui n'ont pas le courage de dire certaines choses et de s'affirmer. Donc c'est bon pour eux. Par exemple, nous, quand ma maman est décédée, j'ai refusé. Quand les gens appellent pour dire, on viendra vous souhaiter les condoléances, on va venir à la main, je dis non. Ce qu'on dit au téléphone, c'est largement suffisant. Monsieur Mahab, on n'a pas mis de bâche à la maison. Les tantes qui doivent quitter le village pour venir là, pour dire on vous apaise là, elles vont manger matin, midi et soir. Tout ça là, monsieur Wahab, ça continue des charges pour les enfants pour enterrer. Tu viens me dire condoléances comme toi, tu manges matin, midi et soir. Et s'il est là, l'enterrement est proche, vous achetez des boissons et autres là, il va commencer par prendre matin, midi et soir. Ça c'est autre chose. Quand moi j'ai dit, ma maman était à l'hôpital, je ne comprends pas notre mentalité. Quand maman était à l'hôpital aux urgences au CNHU, j'ai appelé certaines personnes, j'ai dit, ma maman est souffrante, nous sommes épuisés financièrement. Je n'ai pas eu de soutien comme il le faut. Mais il y a une dame qui m'avait côtoyé tout le temps. Lorsque je lui ai annoncé que ma maman est décédée, 3 jours après, elle m'a donné 100 000. Et pourtant, pendant plus de 2 semaines, j'ai pleuré à côté de cette connaissance que ma maman est souffrante. Elle est aux urgences du CNHU. Elle n'a même pas sorti 1 franc. Et on dit, c'est après l'enterrement, maintenant, sa mort maintenant, qu'on veut donner de l'argent. Et quand les gens entendent, les condoléances seront reçues sur le parvis de l'église, ils sont mécontents. Parce que tu n'as pas dit, tu ne peux pas enterrer ta maman comme ça. Ma maman de mon vivant, toi, tu as apporté quel soutien? Et c'est maintenant, il faut s'asseoir pour boire, manger proprement. Il y en a qui insistent, mais ils posent la question. D'accord, les condoléances seront reçues sur le parvis du cimetière de l'église. Où se trouve, c'est où le lieu de réception? Merci. Parce qu'ils n'ont pas vu ça sur le fait-pas. Sur le fait-pas. Alors que nous ne sommes pas obligés de faire. Moi, je suis contre, et les gens le savent. Ce que je veux dire au gouvernement là, si vous voulez qu'on enterre vite aussi, les conditions, les fosses là, il faut revoir. Parce que moi, je peux avoir... Madame de Souri. Oui, je peux avoir envie d'enterrer mon papa ou bien ma maman dans 3 jours, dans 2 jours. Maintenant, s'il faut mobiliser 250 000 d'abord pour là où j'ai enterré ma maman, avant et que nous, on doit mobiliser tout ça là. Après, c'est suffisant pour envoyer maman quelque part, encore à la mort, créer des dépenses. Donc, on est obligé d'attendre de laisser le corps à la morgue, aller mobiliser les sous avant. Mais quelque part aussi, je comprends un peu le gouvernement quand on ne veut pas réduire les fosses, et je le dis publiquement parce que si on veut enterrer nos parents et que les petits-enfants ont leur pain, les enfants ont leur pain, ce qu'on doit porter là, vous faites tout ça là, ça veut dire que... Et différents pains, surtout. Oui, il y a le pain pour aller prendre le corps à la mort. À la mort. Et ce pain là, il y a pour les enfants. Et il y a pour les enfants. Les petits-enfants. Voilà.
on laisse ça de côté. Le jour même de l'enterrement, ce que les enfants portent, c'est autre chose. Ce que les amis vont porter, c'est autre chose. On prend paille. Il faut aller acheter à tel endroit. On confisque. Comment dire, à choquer, tout ça là. Nous, on a dit non. Donc, c'est-à-dire, vous voulez... Venez seulement en blanc avec ce que vous voulez. Que la décision du gouvernement aille au-delà du séjour de Merci pour toujours faciliter faciliter la tâche à ceux-là qui n'ont pas le courage d'enterrer les morts comme ils le veulent. Non, certainement, on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a plusieurs aspects à aborder dans cette décision. Non seulement au-delà du séjour des cadavres, il y a également le temps, les autorisations qu'il faut avoir lorsque l'inhumation doit se faire à domicile. Oui, on a fait plus d'une semaine avant d'avoir des papiers. Donc, si vous voulez enterrer en 2 jours, ce n'est même pas possible parce que il faut avoir certains actes avant d'aller acheter les fosses au niveau de la mairie. Merci. Donc, il y a bien donc les fosses au niveau paiement pour la mairie, avoir l'autorisation des cimetières, comment il faut faire également pour quand l'enterrement va se dérouler à domicile, le séjour au niveau des morts et que vous voulez que ça puisse s'élargir même jusqu'au niveau des manifestations. Bien sûr. Alors, Koko Assed Medewayon, lorsqu'on va pour des enterrements, face à un défunt, n'est-ce pas, on veut imposer que les hommes, c'est-à-dire les filles qui étaient mariées, les filles du défunt qui étaient mariées et dont les maris n'ont pas payé la dot, que ces fils viennent payer la dot d'abord. Et qu'on vous dise qu'au cas où c'est peut-être maman qui est morte, que le papa n'avait pas payé aussi la dot et que c'est aux enfants et à leur mari de payer la dot, n'est-ce pas, du beau-père décédé. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait vraiment trop et que des fois il faut vraiment abandonner le corps à la morgue et vendre des parcelles d'abord avant de venir gérer la situation. Tout ça là nourrit son homme. Tout ça là nourrit son homme. On ne peut pas tout prendre. Tout arracher. Tout arracher de choses... de ce business alors. De ce business que... Donc en résumé, c'est un business, ça n'a rien à voir avec la tradition, ni avec la religion. Seulement qu'on peut réduire parce que nous traversons des moments de crise financière. On traverse des moments très difficiles. Et quand quelqu'un décède et une seule personne dépense près de 500 000 francs. D'abord, parmi les enfants, on dépense près de 500 000 francs pour les funérailles de son père ou de sa maman. C'est déjà trop. Le cercueil, c'est à combien? On connaît. Le cercueil, c'est à combien? Habiller le mort, c'est à combien? Au plus, c'est 30 000. Dans la décision, il y a interdiction désormais d'enterrer avec les cercueils non dégradables. Ça veut dire que les vendeurs de cercueils auront également des fait des cercueils, même des cercueils métalliques. Et tout ça là, le corps ne se dégrade pas vite. C'est pas bien. Donc, alors, le corps doit toucher le sol pour la transformation au contact directement du sol. Donc, et le gouvernement doit nous assister. Et ce n'est pas des décisions dictatoriales, non, mais seulement que le gouvernement doit assister. Voilà. Le gouvernement a dit ici, et j'ai apprécié, les sachets, les boissons en sachet là, ça tue. C'est des choses qu'il faut observer. Parce que on a besoin de bras valides pour construire ce pays. Et voilà qu'on vend des sachets, des boissons en sachet, les azota et autres là. J'ai toujours apprécié toutes ces décisions. Mais seulement que de nos côtés, du côté de choses là, des funérailles, on doit fixer encore un montant. On doit encore fixer. Comme on organise les campagnes électorales, on doit fixer un montant. Un seuil qu'on ne doit pas dépasser. Voilà. Et le cercueil, c'est à combien? La tenue de choses du mort, c'est à combien? Comment dirais-je? Qu'est-ce qu'il faut pour la famille? Combien il faut pour la famille? Tout ça là, on doit organiser quelque chose pour envoyer ça dans... Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que la famille? En résumé, c'est vraiment un business, un commerce, comme disait Imam Traoré. Nous autres, nous ne sommes pas religieux. D'accord, Imam, votre mot de conclusion, le temps est passé. Oui, merci beaucoup. Chez nous, ça se passait bien, vu les prédications, les prêches, les sachets délaissés. Avant, chez nous, on dit, chaque fille qui est en mariage, là, il apporte quelque chose. Ce n'est pas qu'il lui dit un montant. Il apporte quelque chose, c'est-à-dire c'est son mari qui apporte. Donc on avait un alpha fait à père à son âme, qui est Alpha Daoudou, c'est lui qui combattait ça. Il dit ça là, c'est la divorce. Et si le mari n'a pas, comment ça va se passer? Donc c'est un peu, ça s'est passé. Chez nous,
enterrer tout là. Je me rappelle quand le roi saoudien est décédé, appelé phare de l'ancien roi, le président américain était parti. Quand il a vu qu'on a pris, on l'a emballé dans une paille, linceul de quelque chose de 300 francs le mètre. C'est bon. Le roi. Donc on le met par terre comme ça. Il dit, c'est le roi par terre. Il dit, c'est fini. Tout est vanité. Le corps là n'est rien. Donc il faut qu'on pense qu'on ne dépense pas après la mort. On dépense pour celui qui est en vie. Oui. Ce que tu vas l'apporter, habillement bon là, ça va où? C'est ça qu'on va se demander. L'habillement que tu sais faire, tout là, ça va où? Donc chez nous, ça ne se passe pas. C'est pourquoi moi, je n'aime pas beaucoup de choses à dire. Moi-même, j'apprécie la décision du gouvernement, mais tel que Da dit, il faut qu'il nous assiste pour mettre des choses minimum pour ne pas... Oui, c'est vrai. Donc c'est ça que je peux dire. Votre mot de fin. En tout cas, moi, je dis déjà, si je meurs, les boîtes de coffrage là... Il faut faire ça rapidement, mettez-moi ça dans une bâche et allez me déposer. Je n'ai pas besoin de tracasserie. Je le dis. Si vous avez quelque chose à faire pour moi, faites ça de mon vivant. Je dis à ceux qui me regardent là, vous qui avez des parents, papa, maman là, anniversaire, donnez-leur à manger. Il faut leur faire du plaisir. Tu es à l'extérieur, prends billet d'avion, ta maman, ton papa, il n'a qu'à venir te voir. Discuter avec lui. Tu mets à l'aise ta maman, ton papa, tu fais tout de son vivant. Et elle est à l'aise, elle te bénit. Il te bénit de son vivant. Après la mort, si tu ne fais plus rien là, tu as déjà la bénédiction. Mais attendre la mort là, et dites à vos enfants là, si je meurs, je vais être enterré à tel endroit. Si le DA n'est pas d'accord, il faut appeler le DA pour que ton papa ou ta maman l'informe DA de son vivant que c'est ma volonté. Oui. Si tu ne veux pas la cérémonie traditionnelle là, il faut dire, je ne veux pas que la famille touche à mon corps pour des cérémonies, ne comprend pas. Oui, je veux. Si vous faites ça, à la mort de vos parents là, je pense que vous aurez moins d'ennuis. Je vous remercie. Herman Meton, alors j'ai une petite histoire sur les questions de compassion, parce que vous avez donné un exemple très rapidement au décès, pendant que maman était malade, vous n'avez pas eu d'assistance d'une connaissance, mais quand il a pris le décès, vous avez reçu une enveloppe de 100 000. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nous raconte une histoire qui a même fait le tour du monde de quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas, et qui à l'hôpital a appelé ses parents de ce qu'il est hospitalisé et autres, et qu'on lui demande tel montant pour ses soins. Personne n'a réagi. Le comptable, sinon le médecin, a appelé ses parents pour lui dire que bon voilà, votre parent est ici, on a juste besoin de 600 000 francs CFA pour le... Et les gens commencent à dire, mais qui l'a envoyé dans tel hôpital? Il sait qu'on n'a pas... Et il s'en va dans un hôpital si cher et autres. Et ils ont laissé. Donc 2 jours après, le même médecin appelle les parents pour dire que bon, votre parent, il est décédé, il faut venir chercher le corps. Et rapidement, ils sont venus. Quand ils sont venus, le médecin a dit que non, pour prendre le corps, vous devrez solder, payer ce que votre c'est toujours ça pour les hôpitaux. Ce que votre défunt doit, il faut tout payer avant de prendre le corps. Et voici les dépenses qui se sont élevées de 600 000 d'avant-hier à 900 et quelques mille aujourd'hui. Et donc, ils se sont tel coup de fil par ici, tel coup de fil par là et autres rapidement. Ils ont mobilisé les sous et le médecin a dit d'aller prendre leur corps. Quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'il était vraiment en bonne santé, il n'est pas décédé. Donc au fond, il y avait possibilité, n'est-ce pas, de lui venir en aide, mais on ne l'a pas fait. Allez, on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va remercier ceux qui nous ont accompagnés dans l'animation, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous suivent religieusement chaque fois. On va dire merci à monsieur Zossou Pierre Aïssou, c'est l'ancien CA intérimaire de Togba, c'est un de nos fidèles téléspectateurs qui nous accompagne dans l'animation avec des contributions dans l'animation de cette émission, à monsieur Luc Ahwanha également, monsieur Samou Raymond qui nous a appelé ce matin, madame Dosouvi, Justin Benou également et monsieur Kosoko qui nous a appelé depuis Agla. Je précise qu'aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2024. Il y a beaucoup de personnes qui soufflent une bougie de plus à un personnage plutôt singulier qui nous accompagne également, un grand partenaire de Canal 3 Bénin, Patrice Alakpato, qui célèbre son anniversaire ce 12 juillet 2024. Paix, bonheur, santé et longévité à ce grand ami qui nous accompagne. Patrice Alakpato, joyeux anniversaire.
Herman Meton. Merci. El Hadji Traoré Djiwa. Merci. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à midi, vous avez la rediffusion de ce numéro et dans la soirée autour de 23h45. On se dit au revoir maintenant avec la revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien.